Merci beaucoup. Monsieur le défenseur des enfants, merci de nous recevoir. Je vais commencer par une première question. Quelle place ont les jeunes enfants dans la société française d'aujourd'hui? En tant que défenseur des enfants, j'ai en charge la défense et la promotion des droits de l'enfant. La Convention internationale des droits de l'enfant a 30 ans. Et pour autant, les droits des enfants restent globalement méconnus et sont régulièrement enfreints. Par exemple, pour 2020, nous avons reçu 2800 saisines, 2800 réclamations concernant ces atteintes aux droits de l'enfant. 7 saisines sur 10 concernent le champ de la protection de l'enfance, mais aussi les discriminations du fait d'une situation de handicap que vit un enfant, les difficultés d'accès à l'éducation, les difficultés d'accès aux activités périscolaires, aux loisirs, les difficultés d'accès aux unités de multi-accueil pour les tout-petits. Par droits fondamentaux, nous entendons, pour que les enfants se construisent, nous entendons le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la protection familiale, à la protection sociale, juridique, le droit au jeu, au loisir, à s'exprimer. En fait, cette Convention internationale des droits de l'enfant, elle vient pour la première fois dire que l'enfant devient titulaire de l'ensemble des droits de l'homme dès sa naissance. Mais petit être humain ne veut pas dire petit droit, bien au contraire. L'enfant a des besoins spécifiques, liés, certes, à sa vulnérabilité, mais le dire comme ça, c'est un peu réducteur, sa vulnérabilité au regard de sa grande capacité d'apprendre, de s'émerveiller, de découvrir et d'être connecté avec le monde. Il est donc ultra dépendant de son environnement, des adultes qui l'entourent, et c'est sans doute dans cette dualité qu'il faut entendre et comprendre ce qu'est l'intérêt supérieur des enfants. Vulnérabilité, grande capacité d'appréhender, d'emmagasiner de l'information. C'est ça, me semble-t-il. Et donc, forcément, comment faire en sorte de respecter les droits des tout-petits, comment faire en sorte d'appréhender l'éducation des tout-petits, eh bien, passe par l'éveil et l'émerveillement. Concomitamment à ce que les professionnels de la puériculture, de l'éducation des jeunes enfants font depuis très nombreuses années, c'est-à-dire prendre soin, respecter les rythmes, prendre en soin, cocooner, lever, envelopper les enfants. Et bien entendu, il y a concomitamment à ça la capacité d'émerveiller, d'éveiller les enfants. Les enfants doivent rencontrer la nature, doivent rencontrer l'autre, et bien avant de rencontrer les écrans. Les enfants, l'éveil permet aux enfants d'écouter le monde, d'être écoutés, et au final de s'écouter, donc d'interagir. Ça me paraît la première manière d'organiser, en fait, l'expression individuelle et collective des enfants, qui peuvent se faire en individuel ou, j'imagine, très bien dans une structure multi-accueil en collectif. Ça me paraît vraiment être le vecteur de cet accès aux droits des tout-petits. Ça me permet de rebondir du coup sur ma seconde question. Quels moyens pourraient être du coup mis en place aujourd'hui pour accueillir la parole des très jeunes enfants? Eh bien, c'est effectivement ce que je venais de dire, cette capacité à organiser l'éveil comme un contenu éducatif. L'éducation ne commence pas, bien entendu, à partir de l'âge obligatoire de la scolarité. On le voit bien d'ailleurs, les enfants qui ont sans doute cette habitude d'avoir été accueillis, accompagnés, éveillés dans des structures multi-accueil sont déjà acculturés sans doute un peu plus à l'autre, au groupe, à l'altérité. Donc cet éveil-là me paraît fondamental comme vecteur de l'éducation des tout-petits. Alors peut-être une dernière question. En quoi le respect des droits des enfants constitue le socle global, le socle en tous les cas le plus primordial de leur développement global? Eh bien, votre question me permet effectivement, en parlant des tout-petits, de voir un petit peu le chemin de l'éducation des enfants, et puisque ça revient à dire comment préparons-nous, comment forgeons-nous des futurs adultes capables de discernement, capables de vivre avec et dans le monde, et de vivre avec les autres en toute sérénité. Eh bien,
c'est qu'éducation à l'éveil, ce principe de l'éveil, cette capacité d'organiser l'expression individuelle et collective. Pourrais prendre l'exemple aussi, c'est pas très récent, mais de ce que la pédagogie Freinet mettait en œuvre, c'est-à-dire si vous mettez, prenons l'exemple d'enfants qui arrivent en CP, si vous mettez les enfants les uns derrière les autres, quand ils prennent la parole, ils prennent la parole vis-à-vis avec ce prof, c'est un style qui n'est plus maintenant sur une estrade, mais qui quand même incarne cette autorité, avec un manque de confiance parfois en soi, même si on voit bien les enfants qui ont l'habitude déjà, le fait de rougir, etc. Si vous les avez habitués, à s'installer en U, à chaque fois qu'ils prendront la parole, ils la prendront devant tout le monde. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que l'éducation, en termes de contenu, prenons les droits de l'enfant, concomitamment à l'organisation des moyens d'expression individuelle et collective, les deux vont permettre aux enfants de ne pas avoir de doute sur la capacité à s'exprimer, de maîtriser du contenu et donc de se protéger. Prenons l'exemple aujourd'hui du débat éminemment important sur les violences et les agressions sexuelles faites sur mineurs. On entend bien entendu, à juste titre, parler des conséquences pénales du non-consentement pour les enfants de moins de 15 ans, bien entendu, indispensable. Mais on entend peu parler en fait d'éducation au corps, d'éducation à la sexualité, d'éducation au droit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi donner aux enfants les moyens de se défendre. Si vous ne les avez pas habitués à s'exprimer, encore une fois, dans notre rapport annuel 2020 sur l'écoute et la parole de l'enfant, un droit pour l'enfant, un devoir pour les adultes, j'ai terminé en disant: n'attendons pas que les enfants soient victimes ou qu'ils passent à l'acte pour enfin devoir se sentir obligés de les écouter. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci à vous. Et puis je vais maintenant passer la parole à Madame Cassaudi-Carini et à Madame Vernet. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer. Merci infiniment.